Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur le référencement naturel. Avant d'entamer ce webinaire, un petit mot pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christophe Maurras, en charge de la communication pour Seine-Ouest Entreprise. Seine-Ouest Entreprise, c'est l'agence économique de Grand Paris Seine-Ouest, voilà, maintenant bien identifiée par les dirigeants. Agence économique donc, locale. Nous accompagnons quotidiennement donc, les entreprises sur leurs problématiques, que ce soit la recherche de local immobilier, que ce soit l'accompagnement RH, comme le recrutement par exemple, également le financement. Et en parallèle, nous avons développé, vu les circonstances bien particulières, une offre de services spécifiques à destination des dirigeants. Voilà, pour les aider à se retrouver parmi les nombreux dispositifs d'aide financiers notamment, mis en place par l'État et les collectivités. Nous avons mis en place notamment un numéro d'urgence que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à consulter et à nous appeler. Voilà, ça fait partie de nos missions. Donc, voici donc ce webinaire sur le référencement naturel. Donc, c'est le dernier volet consacré à la communication et au marketing digital que j'avais initié en septembre. Alors, pour mémoire, on avait fait le premier, ça a été consacré à la présence sur les réseaux sociaux, comment animer les réseaux sociaux, comment mener des campagnes digitales, communication. Le second, il y a un mois, c'était sur la communication de crise. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour aller visionner les replays. Voilà, YouTube Seine-Ouest Entreprise et Emploi. Vous trouverez donc toute la matière. Et on finit évidemment la marche. Il était bien sûr indispensable de parler du référencement. Le référencement est-il le référencement naturel est-il le grand gagnant de ces deux reconfinements? On va le voir avec Tom. Et même si ce référencement, en fait, le référencement n'est pas quelque chose de moderne, puisque ça fait un petit moment qu'on en parle, il semble que le sujet soit un peu plus mûr cette année, et même depuis 2 ou 3 ans. Sans doute, et on va le voir avec Tom, peut-être à cause de la digitalisation en marche forcée de l'économie et notamment du trafic web mondial qui a explosé ces dernières années. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement avoir un site vitrine, avoir un beau site vitrine, c'est aussi comment se différencier sur le web. Et évidemment, le référencement naturel, c'est un peu la clé du succès. Donc, juste, je présente quelques statistiques que j'avais relevées. 50% donc, du trafic généré sur le web le sont par les moteurs de recherche. 70% des clics se font sur les 5 premiers résultats de la page Google. Voilà, on a aussi d'autres statistiques que j'avais relevées, qui me semblent intéressantes à noter. On est sur aujourd'hui 91% des jeunes consommateurs font confiance aux avis en ligne. 76% des gens finissent par visiter une boutique après l'avoir vue sur Google My Business. Et à noter que sur l'année 2020, on constate une croissance de plus de 200% le requête mobile avec les mots-clés où acheter et près de chez moi. Donc, vous voyez un peu la force du web. Et bien pour ça, pour retrouver, il faut être bien référencé. Donc, voilà, nous avons le plaisir, en tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Réard de la société Eskimos. La société Eskimos, on a la chance de vous avoir à Boulogne-Billancourt, voilà, sur le Grand Paris Seine-Ouest. Belle société, pour rappel, voilà, on observe quand même 2000% de croissance voilà, en 3 ans. Pour votre entreprise. Vous êtes hissé à la 6e place du top 500 des champions de la croissance, après le journal Les Échos. Et en termes d'actualité, vous avez levé début 2020 17 millions d'euros. Donc voilà, on va dire une belle trajectoire. Et puis surtout, vous vous imposez en tant qu'expert sur le référencement naturel en France et bientôt, j'espère, en Europe. Donc, je te laisse la parole, Tom, pour présenter rapidement, te présenter. Ouais. Présenter le parcours de la société Eskimos et nous dire pourquoi, puisqu'on est à la fin de l'année 2020, pourquoi l'année 2021 est la bonne année pour mettre en place une stratégie de référencement SEO. Ouais, Voilà, je ok. vous remercie. Puis n'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour les prendre. Merci beaucoup, Christophe, pour cette belle intro.
Alors, je vais projeter mon écran. Euh, Donc, du coup, on a intitulé cette conférence Comment améliorer son SEO pour être visible sur Internet. Je vais peut-être commencer par présenter en effet Eskimos pour que vous puissiez un peu situer l'agence, même si Christophe l'a déjà fait. On est une agence qui a été créée en 2010. Il faut savoir qu'on est une agence qui fait que du référencement naturel. En fait, on ne s'occupe pas du tout des autres leviers d'acquisition. Il y a beaucoup d'autres agences marketing qui font un peu plus de choses. Nous, on a eu ce parti pris de se focaliser uniquement sur le SEO, qui est une matière suffisamment complexe pour qu'on s'y voue entièrement. Et du coup, cette hyper focalisation sur le SEO fait que aujourd'hui, on a plutôt très bien compris la manière dont les moteurs de recherche marchaient, dont les algorithmes, la manière dont les algorithmes fonctionnaient, et ce qui nous permet d'avoir des conseils avisés pour les sites internet de nos clients et du coup de les faire monter dans les résultats de recherche, c'est le but. Donc nous, à la base, on vient en SEO, il y a un peu deux écoles, le white hat et le black hat. Le white hat, on va dire que fait du SEO en bonne entente avec les guidelines de Google, contrairement au black hat, où là, on est sur des techniques qui sont un petit peu plus agressives et qui aussi, du coup, prennent le risque, qui font porter le risque d'une pénalité sur le site sur lequel on travaille. On a vu par le passé qu'il y a des sites qui travaillaient leur référencement de manière trop agressive, qui se sont fait pénaliser par les algorithmes de Google. Donc nous, tout de suite, on a pris le parti pris de faire ça de manière pérenne. Ça veut dire que nos techniques aussi prennent du temps à fonctionner, mais qu'une fois qu'on a acquis des positions, eh ben, on les a dans la durée. Donc aujourd'hui, en effet, on a fait une levée de fonds, on s'exporte à l'international, on est présent à Boulogne-Billancourt, c'est là où on a notre siège historique, mais on a aussi des bureaux à Lyon, à Madrid, à Bruxelles. C'est des ouvertures qu'on a entamées en 2020. Et puis on a aussi en 2020, grâce à cette levée de fonds, ouvert une école de SEO qui s'appelle Eskimos Academy et qui a plusieurs formats de formation, notamment s'il y a des gens qui peuvent être intéressés ici. Le format, je dirais, le plus original, c'est le bootcamp SEO. On en sort là à peine. On vient de sortir d'un bootcamp de 2 mois avec 20 élèves qui ont fait des reconversions professionnelles pour devenir consultants SEO. Et donc pendant 2 mois, il y a eu des centaines d'heures de formation pour former tout ce beau monde à notre métier et du coup avec pas mal de succès parce que les sortants au bootcamp ont pour certains déjà trouvé un CDI en tant que consultant SEO. Donc comme quoi ça marche bien et c'est un métier qui peut aussi être appris sur une durée assez courte, en tout cas ses bases. Voilà pour Eskimos. Du coup, moi, on a mis directeur commercial dans la présentation. Je suis directeur associé aujourd'hui et du coup, je suis rentré dans la société il y a 5 ans en tant que stagiaire. Et puis, j'ai grandi avec la société. À l'époque, on était 4 dans des tout petits locaux et depuis, on a bien roulé notre boss, on va dire. Juste, je me permets de te couper, Tom. On voit bien que sur la présentation, sur le parcours, vous êtes créé depuis 2010. Ouais. Et comme je disais que le référencement naturel n'était pas nouveau, on voit bien que là, sur les 10 dernières années, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et quand je parlais de croissance sur les dernières années de 2000%, je crois, on voit bien que justement, le référencement naturel devient le sujet aujourd'hui. Euh, Ouais, on en le fait, voit à travers la trajectoire de l'entreprise Eskimos. oui, alors la trajectoire de l'entreprise Eskimos aussi est vachement liée à la maturité des personnes qui y travaillent. Le fondateur Andrea Ben Saïd a créé la société alors qu'il était encore à peine étudiant, à peine sorti d'études, et du coup, c'est une société en fait qui a pas mal traîné ses guêtres en fait pendant les 5 premières années où Andrea était tout seul pendant un temps, voilà, et puis l'essor de la société. Euh, L'essor soudain en fait sur ces 5 dernières années est dû en effet à la prise de poids du marché. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au SEO, mais c'est aussi dû à la typologie de la société, qui est une société assez peu mature en fait dans ses premières années d'existence. Euh, et, euh, et après, le SEO, ça existe depuis que Google existe, c'est-à-dire depuis 98. C'est vrai qu'initialement, peu de personnes s'y intéressaient.
On avait surtout des gens qui avaient on va dire des e-commerce, des e-commerçants qui avaient des vrais enjeux de transactions en ligne, qui faisaient du SEO. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec toute typologie de société, des gens qui font du B2B, du B2C, des gens qui ont des enjeux de marque employeur. Voilà, ça dépasse le simple achat Ouais. e-commerce. C'est Et important de le rappeler. C'est important de le rappeler. on Vous travaille avec travaillez des avec n'importe avocats, qui, on travaille institution avec- publique, privée, le référencement naturel, ça ne En fait, concerne pas que les commerçants. à partir du moment où vous avez un site internet, le meilleur moyen de le rendre visible, c'est souvent par Google. Et donc, du coup, il y a des gens qui mettent beaucoup d'investissement à créer du contenu sur leur site internet, euh, à créer une belle vitrine. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que cette vitrine-là devienne visible et que ces contenus-là soient lus par les gens intéressés. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de SEO, clairement, on parle de Google, hein, qui a, là, sur le graphique, on voit 92% de part de marché. Euh, donc ça, c'est part de marché en France. Euh, Il y a assez peu de pays dans le monde. Pardon, je suis navré. Je ne sais pas comment couper mon micro, si jamais c'est bon, c'est pas grave. Il y a assez peu de pays dans le monde, en réalité, où Google n'est pas leader. On a la Chine et la Russie. Où en Chine, on a Baidu et en Russie, on a Yandex. Sinon, dans tous les autres pays du monde, Google est largement leader. Donc, il y a 5000, c'est 5000 milliards de requêtes par jour. Donc, dans 5 milliards de requêtes par jour, donc ça fait un certain nombre. Et il y a aujourd'hui sur le moteur de recherche 30 000 milliards de pages indexées. Donc, c'est des chiffres qui donnent un petit peu le tournis. Après, ce qu'il faut noter dans la répartition du trafic, donc quand on fait une requête sur Google, il y a différents types de résultats. On va avoir les résultats qui seront organiques, donc c'est ceux sur lesquels on travaille nous en SEO. Et puis après, on va avoir les résultats payants. C'est les annonces Google AdWords qu'on a tous vues. Non, j'ai pas d'exemple après, mais si vous tapez iPhone 12, vous verrez que sur Google, il y a des résultats avec marqué annonce. Ça, c'est des résultats payants, donc c'est très peu de clics hein, par rapport au nombre total de clics. Après, on a les résultats Google qui représentent 6% des clics, donc Alphabet Click. Euh, et les résultats Google, ça va être par exemple les comparateurs, le comparateur de vol Google, ça va être le widget météo Google, ces choses-là. Donc ça représente quand même 6% des clics, c'est pas négligeable. Et en fait, il y a une grosse tendance ces dernières années aux requêtes qui n'amènent aucun clic. Le moteur de recherche, et vous en conviendrez tous, c'est petit à petit transformé en moteur de réponse. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller, quand on va sur Google, on n'a pas besoin Google est devenu un intermédiaire direct pour nous donner des résultats et nous renvoie pas forcément sur des sites quand on demande l'âge de Barack Obama, par exemple. euh, eh ben, Google est en capacité de nous le donner très rapidement. Et donc, du coup, ça, c'est un vrai tournant dans la manière aussi de faire du SEO parce que nous, on doit prendre en compte, vous voyez, que l'organique clic et le zéro clic, ça, c'est des résultats sur lesquels nous, on peut avoir un impact potentiellement. Et c'est près de 90% en fait euh, des résultats qui amènent un utilisateur à cliquer ou pas d'ailleurs. Et nous, dans notre manière de faire du SEO, on doit prendre en compte ce nouveau facteur qui n'existait pas il y a encore 5 ans et arriver à travailler avec nos clients sur notamment l'atteinte de position zéro pour arriver à ce que leurs résultats apparaissent euh, en, en résultats mis en avant par Google, même si ça ne donne pas lieu à un clic. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Non, pas encore. D'ailleurs, j'invite vraiment les participants à poser des questions. Alors, par écrit, je vous donnerai la parole plutôt en fin de webinaire pour garder une certaine fluidité. Mais n'hésitez pas déjà, si vous avez des questions, à me les transmettre par chat, questions-réponses. Ok. Alors, Johan Cousin, j'ai vu que vous aviez levé la main. N'hésitez pas à m'envoyer un petit écrit pour répondre à votre question. Ok. Et peut-être tu parlais enfin, ça faisait partie des problématiques SEO contre SIA. Bah là, ça y est, tu vas aborder le sujet. Ouais. Euh,
En fait, paradoxalement, on constate que les efforts marketing se portent sur le référencement payant, alors que on a cette statistique quand même assez voilà, enfin, implacable de 70% finalement des clics se font sur des résultats organiques, c'est-à-dire liés au référencement naturel. Moi-même d'ailleurs, je ne, je suis plutôt je fais partie des 60%, je ne clique pas sur des liens subventionnés ou payants. Alors, c'est quand même assez étrange. Alors, peut-être que tu vas nous expliquer ça justement maintenant, comment ça se fait que le référencement payant soit privilégié au détriment du référencement naturel. Ouais, donc en effet, le référencement payant, malgré tout ce qu'on a vu plus haut et la prépondérance en fait des résultats organiques dans la manière dont les utilisateurs utilisent Google, euh, euh, le- les- quand un directeur marketing met en place une stratégie d'acquisition, très souvent on observe qu'il va privilégier le référencement payant au référencement organique. Et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le référencement payant, en fait, euh, paye dans un laps de temps très rapide. C'est-à-dire que demain, je décide d'acheter le mot-clé pantalon. euh, et ben, le lendemain, à partir du moment où moi j'ai enchéri sur le mot-clé pantalon, le lendemain, mon site internet va ressortir sur le mot-clé. Donc, on a un résultat qui paye à court terme. Alors, En- juste, ouais. je t'interromps juste pour clarifier les choses. J'ai une question, deux questions pour différencier. Qu'est-ce que c'est le SEO pour vraiment les néophytes et le SIA? Est-ce que tu peux vraiment en une phrase? Le SEO, c'est Search Engine Optimization, donc c'est le référencement naturel. SIA, c'est Search Engine Advertising, donc c'est le référencement payant. Voilà, donc en fait, il y en a un qui est payant, c'est-à-dire que ce que tu as expliqué, c'est tout ce qui est AdWords, où on achète des mots-clés. Ouais. Il y a notamment la plateforme Google ou Facebook ou autre. Et le référencement naturel, il est gratuit. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de mettre la main dans le capot, il peut faire ça gratuitement, même si effectivement, pour avoir une vraie stratégie, il faudra payer euh, ou, ou internaliser la profil pour faire du SEO. En référencement naturel, le clic et le visiteur, en fait, il arrive naturellement sans qu'on ait à payer pour qu'il arrive sur le site internet. Après, il faut en effet, et c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui, mettre en place une stratégie, mettre en place des choses sur le site pour arriver à tirer parti de ce canal d'acquisition, qui est le canal d'acquisition, je pense, dans l'histoire du marketing, qui est le seul à être gratuit. On n'a jamais vu dans le marketing faire une pub télé, Hmm. faire une campagne d'affichage, ramener un client et faire connaître son produit. De tout temps, ça a été payant. Et le SEO, en fait, a de ça est assez unique en son genre, parce que, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le directeur marketing ne s'y dirige pas naturellement, parce que gratuitement, en fait, on peut profiter d'une audience hyper large et c'est pas forcément bien pris en compte par les directeurs marketing. Parce que quand on fait du SEO et qu'on a une stratégie qui paye, qui aboutit sur des premières positions, enfin, on bénéficie d'un retour sur investissement qui est vraiment très, 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 très élevé par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres canaux marketing. C'est vrai que le SEO est souvent pas favorisé par les directions marketing, mais je ne sais pas s'il y en a ici, donc on ne va pas s'attarder non plus trop souvent. Le SIA, c'est euh, je dirais que c'est un canal qui est hyper attractif parce qu'il offre des garanties de résultats. Quand le SEO n'offre pas toujours de garantie de résultats, il y a une certaine instabilité dans les résultats qu'on peut obtenir en SEO, alors qu'en SEO, on sait qu'en mettant 1 euro, on va apparaître. Donc c'est aussi pour ça qu'il est souvent privilégié. Stratégie court terme contre stratégie long terme, en fait. Ouais, c'est Pour, ça. pour construire une stratégie SEO, je crois qu'il faut bien 2 ans. Ça dépend Ça de va le vachement, faire, mais ouais, ça va vachement dépendre de la thématique, mais après, sur un site qui est récent, de toute façon, en effet, il faut travailler dans la durée et 2 ans, ça me semble être un bon laps de temps pour qu'une stratégie arrive à maturité. Malgré le fait que le SIA soit souvent privilégié,
le SEO a quand même un ROI abattable, je le disais, quand ça fonctionne, on peut acquérir beaucoup, beaucoup de visiteurs en dépensant vraiment pas grand-chose dans sa strat SEO. Euh, et, euh, et en plus, le SEO représente vraiment plus qu'une dépense marketing, c'est un investissement parce que si moi j'achète 100 visiteurs demain en SIA, après-demain, si j'ai plus les moyens d'acheter ces 100 visiteurs, bah, j'ai plus rien. Alors qu'en SEO, si demain je mets 100 dans ma stratégie SEO, alors oui, ça va mettre un petit peu de temps à payer, mais après-demain, en fait, ces 100 vont rester et je peux capitaliser sur l'investissement que j'ai fait par le passé. En SEO, on construit les choses vraiment brique par brique et tout ce qu'on a fait par le passé construit une stratégie au global. Et donc, du coup, plutôt qu'une dépense, je pense qu'il faut vraiment voir le SEO comme un investissement. Et d'ailleurs, le Covid a vachement euh, mis en avant ce fait-là parce que les budgets marketing se sont coupés. D'un coup, en mars-avril, il y a beaucoup de boîtes qui ont un petit peu tout cut, étant donné le contexte de confinement. Et pour les sociétés qui avaient investi déjà assez massivement en SEO et qui profitaient déjà d'un bon trafic organique, elles ont pu continuer à être visibles, à générer du trafic avec zéro d'investissement. À l'inverse, les sociétés qui fonctionnaient qu'en budget payant et qui ont dû vachement resserrer les boulons, elles ont vu leur trafic chuter. Et donc, du coup, la Covid, ça a été une bonne illustration d'à quel point le SEO, c'est un investissement pour une boîte et ça fait vraiment partie de l'actif d'une boîte. Et d'ailleurs, on pourrait même, euh, je pense que souvent, on a une vision trop restreinte de ce que peut apporter le SEO et de à quel point c'est important. Par exemple, quand on rachète une société, on a déjà vu des e-commerce se faire racheter par des fonds d'investissement ou par des sociétés où on fait une due diligence quand on rachète une société. Donc, on va auditer ses comptes, ses bilans, etc. Mais on ne pense pas à auditer son SEO. Et il y a un exemple assez fameux où il y a une agence SEO qui avait fait par le passé euh, un site e-commerce sur de la cigarette électronique avec des techniques black hat, justement, donc des techniques très agressives. Le site était bien référencé, ils ont vendu le site et quelques mois après, le site se faisait pénaliser. Donc il y a eu clairement, euh, euh, je dirais, le fonds d'investissement a fait un très mauvais investissement en achetant ce site-là. Les bilans étaient OK, tout était magnifique, mais il fallait auditer le SEO du site pour voir à quel point il tenait la route. D'où l'intérêt de l'investissement, effectivement, et quelque part, on valorise les données de la société et sur plusieurs années, c'est un véritable actif. Ça fait Ouais, partie un peu du goodwill, ce qu'on appelle le goodwill, c'est-à-dire que c'est l'aspect matériel et immatériel, en fait, contre la valeur financière de la société, de ce que peut apporter le SEO, par exemple. ouais, je pense que ça peut même se revendre, ça peut se valoriser, ouais. Ça peut même se valoriser. Et, euh, et donc voilà. Je sais plus, j'avais autre chose à dire, mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Euh, Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'était que du coup aussi, le SEO, je ne sais pas s'il y a des CEO ici, des fondateurs d'entreprises ou des dirigeants d'entreprises. En fait, c'est vraiment à vous. À vous je pense que quand on est fondateur d'une entreprise, on doit vraiment s'intéresser à ce sujet-là, du coup, parce que étant donné que le SEO, c'est quelque chose qui reste, que ça devient à l'actif d'une société, euh, et que ça peut même rentrer dans la valorisation d'une société, la capacité qu'a un site à bien se référencer. C'est vraiment un sujet qui doit susciter l'intérêt, à mon avis, des fondateurs d'entreprise. Alors, ça, c'était une slide pour vous dire, c'est une slide que j'avais fait au moment du Covid, au moment du lockdown, où il y avait des gens qui étaient, où il y avait des postes qui étaient un petit peu en arrêt à ce moment-là, et plus largement, en fait, au-delà de se réorganiser dans une société autour du... Enfin, faut aussi prendre conscience que le SEO impacte trop de choses sur un site Internet euh, pour, euh, pour concerner uniquement un référenceur ou uniquement une personne référente. Le SEO, c'est trois choses, et principalement deux. C'est du contenu et c'est de la technique. Donc déjà, le SEO, ça va impliquer à minima chez vous un développeur et à minima une personne en charge de la création de contenu. Donc une personne à la communication ou au marketing. Et puis, autour de ça aussi, il y a d'autres postes qui peuvent influer sur le référencement d'un site, notamment
si vous êtes dans une grande entreprise avec un département légal, ils vont être intéressés à la teneur de vos contenus. Donc, ils vont aussi avoir un rôle à jouer. Et nous, on travaille beaucoup avec les départements légaux des entreprises quand on est amené à créer des contenus pour elles. Quoi d'autre si vous avez dans votre entreprise quelqu'un en charge des RP, des relations presse, c'est quelqu'un qui va faire parler de votre site, qui va faire parler de votre marque sur Internet et en dehors, et qui va du coup avoir, on va le voir tout à l'heure, un impact assez direct en fait sur la manière dont vous allez vous référencer parce qu'elle va travailler sur l'autorité de votre marque. Voilà, le SEO va concerner en fait euh, pas mal de personnes dans une entreprise et l'idée et le rôle d'une agence comme la nôtre, c'est d'arriver à orchestrer toutes ces personnes-là pour faire en sorte qu'elles mènent à bien leur mission, ce pourquoi elles ont été embauchées et que en parallèle, en fait, elles aillent aussi dans le sens de la stratégie SEO qui a été décidée pour la boîte. Et c'est vrai qu'on se paye pas, on fait pas du SEO en se payant les services d'une agence SEO généralement. Ça ne suffit pas. Il faut aussi des ressources en interne à mettre à disposition ou sinon nous donner absolument toutes les clés du camion et nous dire, bon, bah voilà, je te laisse mettre en place les optimisations techniques, je te laisse créer les contenus, je te laisse faire du RP pour nous, ce qu'on peut évidemment faire aussi. Donc, c'est bien de le noter, c'est que vraiment toutes les personnes doivent être concernées et vraiment le dirigeant aussi. Il doit vraiment bien connaître ce sujet-là pour à la fois avoir les ressources pour créer cette stratégie et qu'il est bien conscient effectivement que ça va prendre du temps, mais que ça va être payant au final, cette stratégie de long terme. Ça, et effectivement, si le dirigeant n'est pas convaincu, le marketeur sera bien seul en fait. C'est ça. Ouais. Et le dirigeant, il doit être un peu au fait de ça aussi parce que en SEO, on met 10 aujourd'hui, on récupère 100 demain ou après-demain ou après-après-demain. Et donc, du coup, c'est important aussi euh, de pouvoir faire cet investissement, d'être à l'aise avec cet investissement et d'avoir conscience qu'il y a aussi une part de risque à faire du référencement naturel et à investir dans ces stratégies-là. Euh, donc, je l'ai dit, le SEO, c'est trois choses hein, principalement. C'est du contenu. Euh, c'est d'ailleurs au cœur du dispositif, le contenu, parce que finalement, quand vous faites, vous, une requête sur Google, vous posez une question et Google vous répond avec des réponses qui sont faites principalement de texte. Euh, et donc, du coup, quand on fait du SEO, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on crée du contenu sur un site internet, du contenu texte, pour répondre aux questions des utilisateurs qui sont les requêtes. Le contenu, c'est une chose, c'est un pilier hyper important en SEO. Et puis, je pense qu'avant même le contenu, il y a la technique d'un site qui va rentrer en compte dans son référencement. Donc ça, on le sait. C'est la manière, la technique, c'est la manière dont Google va lire votre site. On a des sites qui sont strictement illisibles pour Google, donc Google ne peut pas les parcourir, donc ne peut pas les indexer, donc ne peut pas positionner le site correctement sur les requêtes qui intéresseraient le site. Donc, c'est vraiment le premier pilier, la technique. Et puis après, on a l'autorité. Une fois qu'on a un site qui est bien lu par Google, qui peut être parcouru par Google, indexé sur le moteur de recherche, qu'on a un contenu qui est pertinent et qui va se positionner sur un mot-clé. Après, le juge de paix dans tout ça, ça va être l'autorité du site Internet. Votre site va, sur une requête donnée, être en compétition avec d'autres sites et Google va positionner les sites plus ou moins bien en fonction de l'autorité de chacun des sites. Euh, sur euh, sur la brique contenu, j'ai fait une petite slide sur l'étude de mots-clés. Toujours pareil, s'il y a ici des entrepreneurs, euh, sachez que en fait, on peut clairement aujourd'hui utiliser Google pour faire des études de marché assez poussées. On voit des gens qui dépensent des dizaines ou des centaines de milliers d'euros dans des études de marché euh, qui sont certes très bien, mais qui peuvent être coûteuses et où il y a aussi des boîtes qui ne peuvent pas se permettre ces études-là. Sachez que Google a des outils pour vous fournir des études de marché assez poussées au final, où vous pouvez, avec les outils Google, vérifier la volumétrie de recherche d'un mot-clé. Donc, par exemple, si demain vous avez un e-commerce et que vous voulez vous lancer dans le pantalon rouge, par exemple, vous pouvez vérifier le nombre de fois où pantalon rouge est tapé sur Google. Vous avez aussi
des outils Google pour vérifier la tendance sur un mot-clé. Donc, un outil qui s'appelle Google Trends. Vous allez taper pantalon rouge sur Google Trends et vous allez voir si pantalon rouge est de plus en plus tapé ou si, au contraire, il est de moins en moins tapé par rapport à une époque donnée. Et donc, du coup, vous pouvez voir, au-delà de la volumétrie, vous pouvez voir la tendance sur un mot-clé, donc sur un produit au final ou un service que vous voudriez offrir. Et puis après, sur Google, toujours, vous pouvez voir la concurrence sur le mot-clé pantalon rouge avec une petite commande toute simple. Vérifier combien de résultats sur Google contiennent le mot-clé pantalon rouge. Et il peut y en avoir 1 million, comme il peut y en avoir 5 sur un mot-clé, où vous vous dites, bah là, il n'y a pas du tout de concurrence, donc c'est intéressant. La tendance est avec moi, il y a de la volumétrie, il y a peu de concurrence, donc a priori, c'est un produit qui est porteur. Donc là, je vais un petit peu plus loin que juste travailler le contenu en référencement, mais vous dire à quel point, euh, en tout cas, le mot-clé, le principe du keyword, de la requête, est intéressant et peut être utilisé à plein de manières. Après, d'un point de vue plus classique, ce qu'on fait en référencement, c'est qu'on cible des mots-clés qui vont nous intéresser, sur lesquels on est pertinent, et on va écrire des contenus sur ces derniers. Après, il y a plein de techniques pour écrire des contenus optimisés. Ça pourrait faire l'objet d'un webinar en lui-même. C'est toutes ces techniques de rédaction SEO. Voilà, il y a les meta-titles, insérer le mot-clé dans la meta-title, dans la meta-description. Aujourd'hui aussi, on s'aide beaucoup il y a des outils pour nous aider à insérer ce qu'on appelle des co-occurrences, c'est-à-dire que si on veut se positionner sur pantalon rouge, on ne va pas écrire un texte de 500 mots en répétant le mot pantalon rouge 50 fois. C'est plus comme ça qu'on fait. On va insérer plutôt des synonymes, des co-occurrences, des choses comme ça. Et il y a pas mal d'outils d'aide à la rédaction SEO friendly. Alors justement, on me parle des outils. Quels sont ces outils? J'imagine que vous servez d'outils spécifiques. Nous, on a nos propres outils Ouais. chez Eskimos qu'on a développés. Après, il y a des outils sur le marché qui marchent bien pour faire de la rédaction SEO. On va avoir Your Text Guru, par exemple, 1.fr, SEO Quantum. Voilà, il y a ce qu'il faut en outils. Vous pouvez regarder, benchmarker un petit peu aussi sur Google. Il y a quelques articles euh, qui, qui vont comparer, j'imagine, les fonctionnalités de ces différents outils. C'est des outils qui sont payants la plupart du temps. On parle de on parle de la volumétrie, par exemple. La volumétrie, c'est t'as un outil à nous conseiller? Alors, la volumétrie, il y a le Keyword Planner qui est gratuit sur Google, mais il faut avoir des campagnes SIA actives. Sinon, vous avez Uber Suggest, qui est un outil qui est le seul outil gratuit qui vous donne la volumétrie sur les mots-clés. Et puis après, il y a des outils payants type SEMrush, Ahrefs qui sont des outils très poussés. Et si dans la salle, il y a des gens qui souhaitent vraiment mettre en place une stratégie SEO en internalisant les choses et en prenant le taureau par les cornes et en faisant, je les invite, ces gens-là, à se doter d'un outil type SEMrush qui est indispensable pour faire un travail correct sur la partie recherche de mots-clés. Alors, peut-être qu'on pourra les détailler, ces outils. Si tu as le 2-3, peut-être qu'on pourra les mettre en chat. Bah, il y a deux outils principaux. Il faut à minima un SEMrush et à minima un Screaming Frog pour faire du SEO. Donc SEMrush, c'est euh, un outil pour aller faire de la recherche de mots-clés, aller regarder, aller benchmarker ce qui se passe chez les concurrents. C'est un outil phare pour euh, regarder justement ce qu'un site a sous le capot, sur combien de mots-clés il est positionné, quel est son trafic estimé, etc. Et Screaming Frog, c'est ce qu'on appelle un crawler. Donc c'est un robot qui va imiter le parcours de Google et qui va nous permettre de lire un site comme le lirait Google. Et ces deux outils-là sont indispensables pour faire du SEO. Screaming Frog. Frog comme la grenouille. Ouais. Et screaming comme un cri. Ah, Screaming, ok. Donc voilà. Après, je vous parlais de la technique tout à l'heure. Voilà un exemple d'un site qui n'est pas optimisé techniquement où on a un utilisateur qui va voir un contenu, mais Google qui ne va pas le voir parce que le site est codé d'une certaine manière en JS et qu'il n'y a pas mis en place de solution de pré-rendering, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que même moi, je m'y perdrais. On a des consultants SEO qui feraient ça bien mieux que moi. Mais ça illustre bien, cette slide-là, qu'un site, pour profiter de tirer parti du référencement naturel, il doit être lu par le moteur de recherche. Si le moteur de recherche ne peut pas lire le contenu qu'il y a sur le site, il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit, il ne peut pas référencer le site
sur des mots-clés donnés. Il y a des choses qui peuvent être encore plus impactantes pour un site plus. Enfin, il y a un fichier qu'on appelle le robot.txt qui est présent sur tous les sites internet où on dialogue avec les moteurs de recherche via ce fichier-là et on a des sites internet qui interdisent à Google l'accès au site. Donc, c'est quelque chose d'assez aberrant. Pourquoi cet état de fait? Parce que souvent, on a des sites qui sont en cours de développement, donc on veut pas, qu'on veut garder secret et on ne veut pas que Google accède au site alors que le site est en cours de développement. D'ailleurs, on passe le site en production, le site est live, mais on n'a pas changé dans le robot TXT cette petite ligne qui interdit à Google l'accès au site et on se retrouve 2 ans après avec un site qui fait 0 visite de Google et on se demande pourquoi. Bah, c'est tout simple, c'est juste que il y a juste un petit bout de code à modifier pour que Google puisse enfin visiter le site. Donc, la technique sur un site internet, c'est essentiel. Permettre à Google d'avoir accès à des pages et avoir accès à ces pages-là le plus rapidement possible. On parle souvent de l'UX, en fait, côté utilisateur, qui c'est vrai, plus votre site plus un utilisateur va interagir avec votre site, plus votre site aura des chances de bien se positionner en SEO. Mais il faut penser à l'UX aussi côté Google. Comment arriver à faire que votre site soit facilement visité par les robots de Google. Alors après, sur un petit site de petite taille, c'est très facile, la technique. Et en fait, plus un site va être gros en taille et plus il va falloir bien réfléchir à l'UX. Parce que c'est quoi quand on a, par exemple, à faire du SEO sur un site comme Rakuten, je sais pas, un site de peut-être 100 millions de pages, une marketplace comme Rakuten, eh ben, on doit bien se poser la question de se dire, mais comment Google va pouvoir accéder à toutes ces pages-là? Google, c'est du temps, hein. Pour crawler un site, pour le comprendre, c'est du temps. Ce qu'on appelle le budget de crawl. Google, c'est de l'argent même, en fait, pour lui de parcourir votre site. Il doit faire tourner une machine sur un serveur. Il a beaucoup à voir. Donc voilà. Et il faut faciliter le passage à Google, arriver à lui faire les bons chemins pour que Google passe du temps sur un site comme Rakuten, sur les pages avec le plus d'enjeux SEO. Et du coup, nous, en tant que référenceurs, là, on va beaucoup travailler sur la technique. Ça va être plutôt sur des gros sites. On va travailler l'UX côté Google, quoi. Dans l'UX, expérience utilisateur. Non, mais je fais une sorte de petit jeu de, enfin pas de jeu de mots, mais je détourne un petit peu l'UX, expérience utilisateur, qu'on connaît bien, le parcours d'un utilisateur, avec, Ouais, on travaille aussi le parcours que peut faire Google et la manière dont Google va voir notre site, c'est ce qui va nous intéresser aussi en c'est SEO. ça. Mm. Et puis après, une fois qu'on a un site qui est propre techniquement et qui est optimisé sémantiquement, je vous le disais, le juge suprême en SEO, c'est l'autorité. Si vous tapez pantalon homme sur Google, alors j'ai fait le test il y a 6 mois à peu près et ça a donné cette slide. Je pense que la SERP n'a pas dû beaucoup changer. Depuis, bah, vous voyez que sur pantalon homme, bizarrement, on n'a pas un petit créateur qui a voulu faire du SEO et qui arrive à se ressortir sur pantalon homme face à des mastodontes. En fait, on a une SERP qui correspond qui fait ressortir clairement tous les gros mastodontes du marché de l'habillement off et online. Et, euh, et ce qui veut bien dire que ce qui montre à quel point l'autorité d'un site euh, va être important dans le fait qu'un site se positionne plus ou moins bien. Euh, Alors justement, pour un petit site, alors là, tu as cité Rakuten, mais pour un petit site internet, pour un petit site internet, qu'est-ce que tu conseillerais pour faire du contenu de qualité? C'est-à-dire qu'on a évoqué la technique, donc certes, il faut un développeur, donc une ressource vraiment appropriée pour comprendre comment ça fonctionne. Et à côté de ça, il faut aussi mettre en place du contenu pertinent. Il y a des... alors, peut-être que tu vas aborder les erreurs à ne pas commettre, mais comment aujourd'hui on crée du contenu riche qui soit repris par Google et pour se différencier notamment ben voilà, des mots-clés un peu visuels. Est-ce que tu as des astuces à nous proposer? Pour créer un contenu, si tu veux, et faire en sorte que ce contenu se positionne bien sur Google, déjà, il faut savoir sur quels mots-clés on a envie de ressortir. Donc, se doter d'un outil type SEMrush. Je ne sais pas si, je sais pas quel est le niveau d'avancement de la personne.
Donc, c'est difficile de répondre à cette question parce que, tu sais, enfin, il y a des niveaux aussi et si la personne a déjà SEMrush et a déjà fait un contenu SEO, comment aller encore un peu plus loin? Il y a certainement des choses à dire. Enfin, on peut toujours faire un petit peu plus. Mais je pense que la première chose avant de faire du contenu, en fait, pour répondre de manière très honnête, on voit des gens qui créent du contenu, qui investissent beaucoup là-dedans en temps. Et vu que c'est pas fait avec la bonne méthodologie, en fait, ils perdent leur temps parce que c'est des contenus qui ne peuvent pas se référencer. Donc, je pense que la première chose à faire, en fait, c'est de se former à la rédaction SEO, pour être très honnête. Mm. Combien de fois on est arrivé sur des sites même de PME où il y avait des collaborateurs qui avaient passé du temps à créer du contenu sur le site et nous, on arrive avec nos outils, on leur montre qu'en fait, le blog a généré 10 visites dans l'année. Donc, on leur montre que bah, peut-être que le temps qu'ils ont investi à écrire sur le blog, ils auraient peut-être pu l'investir sur autre chose parce que, a priori, leurs actions n'avaient pas payé. Et donc, c'est vrai qu'avant de se lancer dans ce type d'action très chronophage, eh ben, vérifier qu'on a la bonne méthodologie et qu'on sait ce qu'on fait. Parce que sinon, on va certainement perdre son temps. Et intéressant aussi, peut-être aussi souligner que c'est pas parce qu'on va répéter plusieurs fois le mot-clé sur des pages de même site. Parce que beaucoup, longtemps, on a cru qu'en répétant les mêmes mots-clés sur l'ensemble des pages du site, son propre site internet, on pensait que Google allait faire remonter les mots-clés parmi les premiers résultats des moteurs. En final, c'est plus la pertinence ou peut-être un petit mot qui va faire que tu vas te différencier. Cette autorité dont tu parles vis-à-vis de Google, comment tu peux l'analyser tout ça? L'autorité, ouais, c'est encore autre chose, mais en effet, ça va vachement compter. Après, oui, tu vas avoir, euh, au-delà du nombre de fois le mot est répété, tu vas avoir la longueur du texte, tu vas avoir les titres, les sous-titres, les mots-clés à l'intérieur des titres, des sous-titres. Tu vas avoir le maillage interne. Enfin, il y a évidemment beaucoup de paramètres et répéter un mot-clé plus que nécessaire dans un texte, bah, ça n'est pas nécessaire parce que ça dégrade l'expérience utilisateur. Personne n'a envie de lire ce contenu et du coup, on sort du site pour aller voir un autre contenu. Et donc, du coup, on est plutôt enfin, on a euh, euh, un indicateur auprès de Google qui est plutôt négatif parce qu'on va faire du taux de rebond si notre contenu n'est pas qualitatif. Donc, vraiment, la règle aujourd'hui, c'est de créer un contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Donc, ça, il y a pas mal de techniques. Et c'est pour ça que vraiment, il faut prendre le temps de se former. Ça pourrait faire l'objet, je vous dis, d'un workshop de 2 heures. Et à côté de ça, il y a écrire un contenu intéressant pour l'utilisateur. Et ça, bah, j'ai pas forcément enfin, il y a des best practices aussi, mais les gens qui sont bah, des professionnels et qui sont experts sur leur thématique, souvent sont des gens qui sont de toute façon intéressants, qui ont des choses intéressantes à dire. Et du coup, ça vient plutôt naturellement. Le côté attrait utilisateur. En tout cas, nous, pour faire grandir l'autorité d'un site, on va faire ce qu'on appelle des backlinks. Euh, l'autorité, il y a différents facteurs d'autorité pour Google. Il y a l'année de création du site, on va dire. Est-ce que le site, il a 6 mois? Est-ce qu'il a 1 an? Est-ce qu'il a 10 ans? Ça, c'est un facteur d'autorité sur lequel nous, on ne va pas pouvoir influer. Il y a la notoriété de la marque. Bah, voilà, Uniqlo est une marque qui est très connue, très tapée. Ça, on ne peut pas l'influer non plus, ce facteur d'autorité. Par contre, nous, ce qu'on peut faire en SEO, c'est influer sur... en fait, Google voit l'autorité d'un site en fonction du nombre de liens qui sont faits vers le site. Si votre site reçoit 100 liens qualitatifs, a priori, pour Google, il a plus d'autorité que si votre site reçoit 10 liens qualitatifs. Vous avez bien noté que j'ai dit qualitatif après le lien parce que la quantité ne suffit pas. Si votre site reçoit 1000 liens, mais des liens qui sont des liens pourris, ça ne vous donnera pas d'autorité. Mais donc voilà, nous on fait des backlinks. Qu'est-ce que c'est qu'un backlink? Eh ben, si demain vous voulez vendre des pantalons rouges, encore une fois, eh ben, nous on va aller chez des sites de blogueurs mode, on va écrire des articles sur lesquels on va faire des liens vers votre page pantalon rouge. Et votre page pantalon rouge va recevoir 10, 15 liens provenant de sites qui sont dans l'écosystème mode. Et pour Google, Google va se dire, attendez, cette page-là, sur cette page qui vise le mot-clé pantalon rouge, elle reçoit beaucoup de liens, elle est beaucoup citée par des gens de la thématique. A priori, elle est quand même très pertinente
sur son mot-clé, vu qu'elle est aussi citée. Donc, c'est ça un peu la logique derrière l'autorité et à quel point un backlink transfère de l'autorité sur un site. Et Et donc, quand tu référenceur, c'est ça. parlais de liens de qualité, j'imagine que c'est par rapport notamment à la notoriété des sites Internet qui renvoient des liens Ouais, sur son propre site. C'est par exemple si un journal connu, je sais pas, les Échos renvoie un lien sur le site, positif. Pour le coup, là, tu engages un maximum de notoriété de lead. ouais, c'est ça. Plus un site a de l'autorité, plus le lien que vous allez recevoir est fait sur un site avec de l'autorité, plus il va influer sur votre note d'autorité à vous. Donc l'idée, c'est de faire un maximum de liens sur des sites avec un maximum d'autorité. C'est vraiment le jeu du SEO et c'est aussi dans une strat SEO ce qui va coûter le plus cher. Parce que pour faire des liens aujourd'hui, euh, la manière la plus rapide de faire des liens, c'est de les acheter. Donc, si vous allez sur les Échos ou chez un blogueur, vous achetez une publication chez lui et euh, excusez-moi, et vous achetez le backlink qui va être fait vers votre site et qui va augmenter votre autorité, quoi. Donc, c'est souvent, ça passe par des achats. Ça passe pas mal par des achats, ça peut passer aussi par des relations presse, ça peut passer par des échanges de liens. Il y a aussi des moyens autres pour faire du lien. Cher? Ouais, ça coûte cher, ouais. Ouais. En fait, une stratégie SEO, si vous voulez, en termes de budget, je dirais que si, par exemple, vous passez par un prestataire pour faire votre stratégie SEO et que vous déléguez tout à votre prestataire, je dirais que la partie mise en place, design de la stratégie, ça sera peut-être 10% du budget. La partie implémentation technique, ça sera peut-être 20% du budget. La partie contenu, ça sera 30% du budget. Et la partie netlinking, ça sera 40% du budget. Donc, le plus cher, c'est vraiment ça, en fait, dans une stratégie. Et après, en fait, on en fait plus ou moins du netlinking. Euh, et plus une thématique est concurrentielle, et il y a du monde sur une thématique, plus on va devoir feindre une autorité auprès de Google et dire c'est nous qui avons le plus d'autorité. Si vous êtes deux sur une thématique, vous n'allez pas avoir beaucoup de concurrents. Donc, a priori, en ayant un site qui soit propre, qui est propre techniquement, avec les bons contenus, ça suffira à vous positionner. Si vous êtes deux, vous aurez déjà de fortes chances pour vos concurrents en face ne soient pas aussi propres que vous dans sa stratégie. Tu as des fourchettes de prix un peu à nous proposer hein, ou par la suite Ouais, j'ai des fourchettes de prix, on va y venir. Ok, d'accord. Ok. Il nous reste assez peu. Tu voulais laisser 15 minutes pour les questions-réponses Ouais. ou on les fait au Oui, fil? oui. Ok, donc il reste 7 minutes, je vais essayer d'aller vite. Trois erreurs à ne pas commettre quand vous pensez SEO, confondre ROI et résultat. En fait, souvent, on voit des gens qui disent, même qui viennent vers nous et qui nous disent, ouais, bon, bah voilà, je prends une prestation SEO, mais je sais, hein, je vous laisse un an, ça prend du temps. Bah non, pas du tout. En fait, le résultat, il arrive assez rapidement. C'est-à-dire que si vous faites une action sur un site, le résultat sur Google, vous allez l'observer dans les semaines qui suivent. Euh, donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de juger votre agence SEO un an après lui avoir mis votre site dans les mains. En fait, les résultats, ils viennent un petit peu tout le temps. Mais après, c'est pour ça que je dis distinguer résultats de ROI, parce que si votre site il passe de la 100e place à la 80e place, c'est un résultat. Vous voyez qu'il y a une évolution et que le site va dans le bon sens. De la 80e à la 60e, pareil, etc. Mais il n'y a pas de ROI parce qu'à la 80e place, comme à la 100e, il va générer votre site zéro visiteur. Donc, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, en fait, le retour sur investissement en SEO, il faut plusieurs années pour le trouver, euh, à minima un an, je pense. Et le résultat, par contre, il est quotidien, hebdomadaire, mensuel, il tombe un petit peu tout le temps. Et du coup, vous suivez votre stratégie, vous pouvez suivre votre stratégie au jour le jour et voir si votre investissement porte ses fruits. Tout miser sur le search euh, si vous êtes sur un produit innovant, ce n'est pas une bonne idée. Euh, on fait du search marketing, donc si vous êtes sur un produit qui est déjà recherché, bah, c'est super intéressant. Si vous êtes sur un produit qui est nouveau, on imagine bien que quand le smartphone n'existe pas, personne ne tapait smartphone euh, sur la barre de recherche, et donc du coup, ça aurait été
Google aurait été une très mauvaise manière de vendre des iPhones 1, étant donné que le produit était innovant et qu'il n'était pas recherché par les gens. Donc, ça, il faut faire attention. Le SEO et les moteurs de recherche, c'est super pour des produits qui sont recherchés. Pour des produits qui ne le sont pas, ils ne peuvent pas vous être d'une grande utilité, les moteurs de recherche. Opposer trop souvent paid et organique, même si je l'ai fait un petit peu en introduction, il faut faire attention. C'est souvent, ça va souvent de pair, hein, ces stratégies payantes et organiques. Et nous, on travaille. Moi, je conseille de faire les deux, hein, honnêtement. Euh, c'est hyper complémentaire et justement, il faut travailler les deux en bonne intelligence. Comment estimer le budget d'une stratégie SEO? En fait, il y a deux questions qu'il faut vous poser. Combien vous avez de concurrents? Et est-ce qu'ils sont forts? Voilà, c'est tout bête, hein. Si vous êtes le seul à répondre, enfin, le pantalon rouge, c'est votre truc, vous êtes le seul, vous avez un brevet, vous êtes le seul qui peut faire des pantalons rouges. Bah, il n'y aura aucun site internet qui parlera de pantalon rouge, vous serez le seul, vous allez avoir un site qui sera propre techniquement, vous créez un contenu sur le pantalon rouge et vous allez ressortir tout de suite. Mais après, si vous êtes 100, 200, 300 à en faire, et ben, c'est là où les choses vont se corser. Et, euh, et voilà, moi j'ai mis le budget, mais c'est vraiment hyper à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Ça dépend. Après, c'est du cas par cas. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par le fait de mettre en place une stratégie SEO sur votre site, à prendre contact avec moi. Je ferai un pré-audit de votre site et une proposition vraiment adaptée à vos besoins. Mais voilà, j'ai mis pour un site qui a moins de 5 concurrents, le budget sur un an, c'est entre 5 et 15 000 euros. Et une technique correcte et un petit peu de contenu suffiront à faire en sorte que vous vous positionnez correctement. Pour un site qui a moins de 15 concurrents, c'est une bonne technique, du contenu en quantité et un zeste de linking. Donc là, on est plutôt sur un budget, non pas un travail sur un an, mais plutôt un travail sur 2 ans et avec un budget qui va osciller entre 30 et 60 000 euros. Euh, je parle évidemment pas, c'est pas, on ne fait pas de contrat sur 2 ans chez nous. D'ailleurs, la plupart de nos contrats sont sans engagement. Mais en tout cas, vous, si vous voulez vous mettre dans une stratégie SEO avec un marché où il y a à peu près 15 concurrents, ne pensez pas que vous allez le faire 6 mois. Prenez une enveloppe qui va vous permettre de travailler au moins sur 2 ans sur la stratégie SEO. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que si vous ne mettez pas assez en SEO et que vous passez de la 80e à la 40e place et que vous vous arrêtez là, bah, vous aurez perdu tout votre investissement. Vous n'allez pas faire un clic à la 40e place sur un mot-clé donné. Donc, il faut aussi que la stratégie atteigne une certaine maturité pour avoir un retour sur investissement et du coup prévoir les choses dans la durée. Il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin, sinon on perd tout. Euh, donc voilà. Et puis si on a un site avec plus de 20 concurrents, là tout doit être parfait. Et il faut, il n'y a pas sur 3 ans, enfin voir les choses à minima sur 3 ans. Et puis travailler les trois piliers, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour un pré-audit gratuit de votre site. Ce sera avec grand plaisir. Alors, toujours, ben merci Tom pour cette vision d'ensemble. Alors, c'est vrai qu'une heure, c'est court, hein. Mais il y a eu pas mal de questions en même temps. Alors, on revient souvent sur les outils. Les outils, alors, la question de Anne-Laure Gras qui pose est-ce qu'il existe des outils, tu en as parlé tout à l'heure, mais des outils qui permettent de mesurer gratuitement le score global SEO? Est-ce que tu parlais de l'outil, je crois que c'était Screaming Frog ou SEMrush plutôt? Ah, Ouais, c'est celui-là, bon outil. ouais, 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 tout à fait. D'accord. Bah, après, le score global SEO, ça, je sais pas. En fait, nous, on va pas, enfin voilà, on va pas trop s'intéresser au score global SEO. En fait, on se fait un avis sur les temps de chargement, un avis sur l'offsite, un avis sur euh, la technique, un avis avec des outils. On se fie assez peu aux notes globales. Noter un site en SEO global, bah, c'est pas quelque chose que nous on fait. Enfin, on le fait sur la base de notre analyse. Après, il y a un outil peut-être que elle voulait parler ou elle pensait à un outil comme Majestic il y a des outils en fait pour noter l'autorité d'un site. Un outil comme Majestic va vous dire, bah, ce site-là, sur une note de 0 à 100, il a une note de 80 sur la thématique des animaux, par exemple. Et Ah ça, ouais, par exemple, d'accord. ou si je reprends l'exemple de pantalon rouge, voilà, je veux des sites mode, je vais avoir des notes. Je peux regarder, si je veux faire du netlinking, je peux regarder, OK, j'ai le choix entre faire du netlinking sur ce site ou sur ce site et voir qu'il y a un site qui est mieux noté sur la mode qu'un autre,
qui a plus d'autorité. Et donc, du coup, on peut s'aider de ça. D'accord. C'est gratuit ces outils, toujours, ou c'est Majestic, c'est plutôt payant. Il y a des versions gratuites, mais Majestic, je crois que c'est payant. Enfin, D'accord. c'est sûr que c'est payant après à voir ce que la version gratuite permet de faire. Une question aussi de comment peut-on aller écrire des articles sur d'autres sites? Alors ça, c'est en référence au backlink, au netlinking, Ouais. j'imagine. C'est peut-être contacter, et faire des échanges de liens, contacter via la relation Ouais, faire commerciale. des échanges de liens, c'est super dur, hein. Mais en fait, c'est Ouais. très, très chronophage de faire ça, mais vous pouvez toujours essayer. Enfin, nous, c'est ce qu'on faisait beaucoup, beaucoup. Et on en fait encore un petit peu. Enfin, nous, les échanges de liens, c'est un peu plus simple parce qu'on a une base de données de gens avec qui on a l'habitude de faire de l'échange. Donc, on a un petit peu déjà dégraissé, déblayé et on a pas mal de spots qui sont ouverts à l'échange. Mais si on part de zéro, c'est un travail de titan, hein, d'aller voir les sites qui acceptent de faire de l'échange de liens. Et puis, il faut faire attention avec quand on fait du netlinking, à pas faire du netlinking avec n'importe qui sur n'importe quel site. Après, on peut se retrouver sur des fermes à liens, des sites qui servent justement qu'à faire de l'échange de liens. Donc voilà, il faut avoir un regard quand même un petit peu aguerri. Et encore une fois, Ouais. de toute façon, pour les gens qui veulent gérer eux-mêmes leur stratégie SEO, je leur dis pas de souci, mais n'y passez pas trop de temps avant de vous être vraiment formé, quoi. Enfin, Ouais. formez-vous à la méthodologie, comprenez bien les choses, et après, déployez, mais n'y allez pas la tête dans le guidon parce que vous allez perdre votre temps. Alors justement, tu parlais de formation, voilà, magnifique transition. J'ai une question sur voilà, on parle de la formation. Comment se former justement à la rédaction SEO? Est-ce que ça se fait est-ce qu'il existe des supports, par exemple en e-learning, ou est-ce que il vaut, toi, vous, je sais que chez Eskimos, vous avez créé voilà, un organisme où vous formez des futurs SEO. Comment ça se passe? Est-ce que on peut juste mettre un pied ou est-ce qu'il faut mettre les deux pieds pour la formation? Est-ce que juste avec du e-learning, on peut déjà faire des choses intéressantes via WordPress, des choses comme ça? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de, aujourd'hui, il y a pas mal de documentation sur la rédaction SEO. Euh, c'est vrai que passer par une formation en présentiel ou en distanciel, mais un petit peu cadré, c'est mieux, je pense, euh, parce qu'en fait, les articles vont souvent se contredire. Enfin, via une documentation gratuite, faut, c'est pas toujours simple de s'y retrouver, on va dire. Donc, une formation aura le mérite de donner un cadre méthodologique. Nous, on en fait des formations à la rédaction SEO. Il y a certainement d'autres organismes aussi qui en font. Il faut regarder. Elle peut se rapprocher de nous si elle veut un devis, par exemple, pour une formation à la rédaction. D'accord. Question toujours sur les backlinks pour qu'on comprenne bien. Quand on parle de backlinks, est-ce qu'il s'agit juste d'insérer des liens hypertextes dans un contenu ou bien il suffit de citer le nom de l'entreprise dans l'article? Non, un backlink, c'est avec un lien. Avoir une citation, c'est une citation. C'est pas ce qu'on appelle un backlink, même si on dit qu'une Oui. citation peut aussi servir en SEO, parce que Google voit que la marque est citée. Si c'est une citation sur le Figaro, pourquoi pas, ça peut servir, mais beaucoup moins en fait qu'un backlink avec un lien. Et après, il y a différents types de liens. Il y a des liens nofollow, des liens dofollow. Et puis après, il y a des attributs aussi aux liens nofollow et dofollow, différents types d'attributs. Il y a, il y a encore une fois une partie un petit peu technique derrière tout ça et il faut se former aussi un petit peu pour savoir ce qu'on fait. Parce que derrière le lien qu'on voit, il y a un code HTML qui peut plus ou moins favoriser la transmission du jus d'un site vers un autre. Alors, j'en profite aussi parce qu'on n'a pas parlé des réseaux sociaux. Parce que c'est quand même aujourd'hui un vecteur important d'information et de communication pour l'entreprise. Et c'est à noter qu'il ne faut pas croire que quand on poste des informations sur les réseaux sociaux, ça fait partie forcément où ça va être repris par Google via du référencement naturel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, non, les réseaux sociaux, ça va pas tellement jouer en fait. Ça joue très indirectement sur le référencement d'un site. En fait, les réseaux sociaux, s'ils servent à faire connaître une marque euh, euh, et à augmenter la notoriété de la marque, bah, on l'a vu, critère d'autorité, plus une marque a de notoriété et plus elle a des chances de se positionner en naturel, mais c'est pas direct en fait. L'impact, il n'est pas direct. Donc, travailler les réseaux sociaux dans un but SEO, ça n'a pas beaucoup de sens. On travaille les réseaux sociaux dans un but social media.
on travaille et on ne les travaille pas pour faire du SEO. Oui, parce que tout simplement, Google ne crawl pas en fait Google ne crawl pas ce type Facebook. d'information. Ouais. Non. Google ne crawl pas Facebook, Google ne crawl pas Instagram, Google ne crawl pas LinkedIn. Ok, c'est bon à savoir. Beaucoup de questions. Est-ce que vous accompagnez des startups à leur création pour qu'elles partent sur de bonnes bases? Ouais, ouais, bien On sûr. dit que oui. On le Oui, fait, ouais, ouais. On accompagne, nous, vraiment tout type de société. Euh, Après, en fait, notre seule règle, c'est on accompagne des sociétés qui ont le moyen de leur ambition. Les moyens de leur ambition, c'est-à-dire que si demain, on a une société qui vient vers nous et qui dit, bah voilà, je veux me positionner sur le mot-clé smartphone et je veux investir 100 euros par mois, bah, on lui dira qu'on ne peut pas le faire. En fait, on ne va pas avoir de résultats, donc ce n'est pas un projet qui va nous intéresser. Par contre, si elle veut se positionner sur un univers très concurrentiel avec un budget en conséquence, eh ben, on peut y aller. Si une société est toute petite, mais en même temps a un univers concurrentiel qui est tout petit et avec des actions qui vont rapidement aboutir sur quelque chose de positif, eh ben, on le fait aussi. très bien. Alors, une question aussi, comment faire quand, premièrement, Google nous indexe, on est dans les résultats, mais deuxièmement, on ne figure pas dans Google Alerts. On ne figure pas dans Google Alert, mais Google nous a indexé. Et je suis pas sûr d'avoir compris la question, pour être honnête. Peut-être Neil pourrait repréciser la question. Les Google Trends, parce qu'on parle toujours de Google, Google Trends, c'est important à suivre pour voir un peu où on se situe. Bah, c'est passionnant, je trouve, les Google Ouais, Trends. Enfin, voilà, on a des gens autour de la table qui sont dans une industrie, dans une verticale, dans un métier. Faites un tour sur Google Trends. Je pense que votre adresse Gmail suffit pour avoir accès à l'outil et regardez à quel point votre métier, ce que vous vendez, ce que vous faites est, euh, est plus ou moins tendance et plus ou moins recherché en fonction des époques de l'année. On voit des saisonnalités sur Google Trends et on voit des évolutions dans le temps aussi de volume de recherche. Donc c'est intéressant et ça va au-delà du SEO. Ça a beaucoup de sens dans le monde réel et dans le monde physique. alors moi, je me permets d'insister parce que c'est vrai que tu parlais de technique, on a parlé aussi de contenu, la technique, avec même cette statistique que j'avais vue, notamment Google. Il faut savoir que, alors je la retrouve, voilà, 40% des visiteurs de sites web mobiles, de vos sites web mobiles, quittent un site qui met plus de 3 secondes à se charger. Ça, c'est intéressant parce que souvent, Google, quand les pages sont difficilement téléchargeables, en tout cas mettent un petit peu de temps, il a tendance à les zapper. Est-ce que tu me confirmes? Ouais, alors les utilisateurs zappent ces pages-là et Google aussi. Tout à l'heure, je te parlais du budget crawl. Imagine, tu as un site de 100 000 pages et que pour Google, pour avoir accès aux informations de chacune de ces pages-là, c'est une seconde. C'est énorme hein, pour Google, une seconde pour avoir accès aux informations de la page. Et ben, ça fait Ouais. 100 000 secondes pour crawler ton site et clairement, il n'a pas ce temps-là. Donc, en fait, le temps de chargement du premier octet, il est essentiel aussi dans ton Ouais. référencement pour être parcouru par les robots de Google. Et il y a vraiment deux temps de chargement différents, trois temps de chargement différents. Il y a le premier octet. Donc, en combien de temps Google, un moteur va récupérer l'information d'une page. Tu as le temps de chargement du début d'affichage, ce dont tu parlais, 3 secondes pour avoir quelque chose qui commence à s'afficher. Ça, c'est hyper important pour l'utilisateur. Et tu as le temps de chargement fin d'affichage d'une page, où là, en fait, c'est pas très important parce qu'on s'en fiche que le footer se charge au bout de 10 secondes, l'utilisateur n'y est pas encore. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ce dernier. Très bien. Alors, du coup, alors, il a complété la question, Neil. Il cherche son nom, par exemple, dans Google Alerts. Je retrouve des homonymes dans des publications diverses et variées, mais jamais dans la mienne. Est-ce qu'il y a deux niveaux d'indexation chez Google? Écoute, comment faire? Attends, je lis la question au passage. Comment faire quand Google nous indexe
On est dans les résultats, mais on ne figure pas dans Google Alert. Alors, Google Alert, franchement, ce n'est pas un outil dont je me sers très souvent. Moi, à titre personnel, donc j'aurais du mal à répondre à sa question. Alors après, oui, il y a différents niveaux d'indexation sur Google. Il y a l'index primaire, l'index secondaire. Mais par rapport à son utilisation de Google Alert et pourquoi Google Alert ne remonte pas son nom alors que les pages sont indexées, ça, je ne saurais pas le dire. Bien. Question en recherche organique. Comment peut-on savoir sur quels mots-clés ils sont venus sur notre site? Dorian Nail, désolé, hein. Euh, Comment on peut savoir ça? Eh ben, avec un outil type SEMrush, on peut le savoir, ou avec la Search Console. Donc voilà, Ah oui, ben oui. Valérie peut connecter la Search Console, donc il y a un outil Google à son site, via un petit bout de code, et elle va pouvoir voir sur quels mots-clés ont tapé les gens qui sont arrivés sur son site. On ne peut pas le voir via Google Analytics, mais on peut le voir via la Search Console. Aussi, peut-être une astuce aussi, on en avait discuté ou j'avais vu une information pour vérifier si on est bien dans la tendance, aussi taper la question à laquelle, par exemple, un client voudrait répondre. Si, par exemple, on cherche de parler de pantalon rouge, voir si on apparaît bien sur Google, taper la question avec les mots-clés pour voir si effectivement, qu'est-ce qui ressort comme mot-clé, justement, en première ranking. Ouais, ouais, tout à fait. Après, tu as. Bon, au-delà de la Search Console, tu as. Enfin, pour moi, pour vérifier les mots-clés sur un site, les mots-clés sur lesquels un site se positionne, le plus adapté, c'est vraiment un SEMrush ou un Href pour aller aussi enrichir et se donner des idées de mots-clés à aller taper. Très bien. Les questions affluent. On a encore 5 minutes, on en profite. Comment alléger son site WordPress en utilisant un thème premium, sachant que nous n'avons pas toujours la main sur tous les fichiers CSS et JS? Cette question, c'est technique. C'est assez technique. Après, il y a pas mal de plugins. Alléger le chargement d'un site, bah déjà, il faut voir côté hébergeur si on a ce qu'il faut, si on est en mutualisé ou si on a quelque chose de plus performant. Après, il y a beaucoup de choses sur un site pour aller alléger son temps de chargement. Donc, il pense peut-être à la concaténation des fichiers JS et CSS, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faits. En fait, il faut savoir que les temps de chargement sont principalement plombés par les images généralement. Donc, il y a un plugin, par exemple, sur WordPress qui s'appelle Imagify pour aller compresser les images, les mettre à la bonne taille. Après, on a un plugin comme WP Rocket aussi qui va permettre euh, d'accélérer les temps de chargement d'un site qui peut être plugué. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Donc voilà. Ok, et juste par rapport à ce que tu disais, parce que j'avais une question au tout début, donc par rapport notamment au référencement payant, est-ce qu'en période de cette année, en période de Covid, on me dit est-ce que ça serait utile, est-ce que ça aurait été utile de faire du référencement payant? D'après ce que tu m'as montré, j'ai pas l'impression, quoi, parce que les budgets ont été un peu couplés. Si, pour les boîtes qui avaient du budget, c'était très utile. Vous imaginez bien que quand Ouais. on vendait des masques au mois de mars, enfin, moi, je n'aurais pas attendu de faire du référencement naturel pour me faire voir, quoi. Donc, j'aurais fait du référencement payant. Et de toute façon, c'est pas opposé du tout. Le référencement payant, c'est immédiat, mais en fait, on a des coûts d'acquisition qui peuvent être assez élevés. Et euh, c'est bien de compenser sur le long terme, enfin, d'investir sur le payant au début d'une stratégie et puis de petit à petit baisser les coûts du référencement payant pour les remplacer par le SEO. Je pense que c'est ça le meilleur modèle. Souvent, on compare, pour l'avoir discuté, le SEO, c'est un peu par rapport à l'analogie d'un sportif, c'est un peu une course de fond ou un entraînement qui dure sur 2 3 ans. Et le SIA, c'est un peu peut-être le produit dopant qui va gonfler artificiellement les performances sur plein de données. Donc, Ouais, c'est une bonne analogie, c'est une très bonne analogie. Et tu sais, en réalité, euh, sur des requêtes hyper transactionnelles, les gens
si toi, tu es sur ton cœur de métier, tu peux avoir intérêt à avoir aussi de la double présence SEO, SIA, ça peut avoir du sens. C'est parfois, il y a trop d'enjeux en fait sur des mots-clés pour se dire, pour se passer d'une pub. Euh, donc, euh, donc voilà, ça dépend aussi des politiques de boîtes, euh, ça dépend de pas mal de paramètres. Et très souvent, les boîtes qui sont ambitieuses et qui font beaucoup d'acquisitions digitales, eh ben, font du SEO et du SIA, et ne coupent jamais ni l'un ni l'autre. Très bien. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Alors, vous avez compris, il y a beaucoup d'éléments techniques hein, aussi. Donc, le SEO, c'est pas pour les nuls. On ouvre un bouquin, on l'apprend sur un jour. Il faut un peu plus de temps. J'ai des questions, évidemment, Tom, voilà, tu laisseras tes coordonnées. En tout cas, vous pouvez. Moi, je les communiquerai lorsque je vous enverrai le replay. Voilà, pour des questions sur les audits, parce que vous faites pas mal d'audits, hein, de pré-audits gratuits. Voilà, donc évidemment, on vous donnera les coordonnées pour une mise en relation. On espère avoir été voilà, assez concret. Mais Tom, tu viens d'ailleurs de laisser tes Voilà. coordonnées. Est-ce que toi, je te laisse le mot de la fin, Tom? Voilà, si tu as quelque chose, un message à faire passer, sachant que on avait quand même pas mal de TPE, PME. C'est vrai que les Ouais. PME, elles hésitent un peu à se dire, le SEO, waouh, c'est quand même super compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'embauche quelqu'un, mais est-ce que cette personne elle va faire des Je ressources? pense que honnêtement, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on vous orientera vers la meilleure solution. Est-ce que ça sera avec nous? Est-ce que ça sera vous en autonomie? Voilà, faut ouvrir des portes, parler à des gens sérieux et honnêtes. Et dans ces cas-là, on est bien aiguillé. Les vendeurs de tapis, il y en a partout, dans tous les métiers. Et essayer de les éviter au maximum. Éviter les personnes qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous dire des choses qui paraissent trop belles. Parce que le SEO, si ça c'était une recette miracle et magique, ça se serait depuis longtemps. Donc voilà, euh, restez alerte et renseignez-vous et vous irez dans le bon sens. Et voilà. Écoute, encore merci, Tom, Tom Merci à vous. de nous avoir donné du temps. Avec plaisir. Voilà, encore une fois, on vous laissera le replay pour avoir accès effectivement tranquillement à tête reposée à toutes les informations qu'on vous a données. Et ben, je te souhaite une bonne journée, Tom. Bonne journée Merci. à l'ensemble des auditeurs. Bonne journée à vous tous et à votre disposition pour Voilà, à continuer. très bientôt. Et pour les questions techniques, je pense à Christophe Leborgne. Vous pourrez les poser à Tom parce qu'on ne peut pas, c'est dans les techniques, pour répondre à tout. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.